bonne littérature. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Uber Files, Uber Files, alors vous avez sûrement suivi cette affaire, je vais vous résumer un petit peu le bazar. Uber Files, alors ça date du 11 juillet, c'était hier, le journal Le Monde en association avec un consortium international et journalistes d'investigation. Donc là on est face à des gens sérieux. Ils ont un monocle, comme ça, et ils investiguent. Donc là c'est des gens tout à fait sérieux, qui ont révélé les liens entre Emmanuel Macron et l'entreprise Uber, l'entreprise américaine qui est avec des types qui conduisent des VTC, et ils pointent du doigt le lien entre Emmanuel Macron qui aurait défendu les intérêts de l'entreprise américaine entre 2014 et 2016, alors que Manu la Déchirure était encore ministre de l'économie. Donc une petite phrase, je vous ai sorti de l'enquête du Monde qui nous dit « Des documents internes à l'entreprise analysés par Le Monde montrent comment, entre 2014 et 2016, le ministre de l'économie a œuvré en coulisses pour la société de VTC qui tentait d'imposer une dérégulation du marché et affronter l'hostilité du gouvernement. » Ouais, bah c'est chaud. Il y avait des ententes. Donc c'est une affaire, hier, tout le monde s'est enflammé. Tout le monde parle. Et Uberfile, et Saint-Hubert Oméga 3. On en a parlé de partout. Alors moi, pareil, bon, je fais pas partie du consortium international des journalistes d'investigation. Mais j'ai quand même un monocle. Donc j'ai mis mon monocle. Et je peux vous dire que, une fois de plus, on nous la met un petit peu à l'envers. Non, mais je sais qu'il y a des esprits grognons qui vont me dire « Oui, Rémi, t'es jamais content. De toute façon, quand les journaux font pas leur travail, tu critiques. Quand ils font leur travail, tu critiques. » Oui, mais tranquille. Tranquille, parce que c'est vrai que bon, j'ai creusé un petit peu cette affaire. Bon, ça sort aujourd'hui. On parle d'une relation entre 2014 et 2016. On est en 2022, 6 ans plus tard, 2 mois après les élections présidentielles. Bon, hasard du calendrier. Voilà. On va dire, tu vois, je suis honnête intellectuellement, on va dire hasard du calendrier. Et puis, quand tu creuses un petit peu, parce que vraiment presque tous les journaux, on en parlait, Le Monde, Libération hier, qui parlait d'un deal secret avec Uber pour faire en sorte que la France travaille pour Uber, afin qu'Uber puisse travailler en et pour la France. Donc ça pointe du doigt vraiment une relation qui semble cadenassée. On parle d'échanges secrets entre Emmanuel Macron et des responsables du lobbying d'Uber en Europe, d'échanges également de SMS avec le grand patron d'Uber aux USA, et bon, en plus les rendez-vous n'étaient pas marqués dans l'agenda officiel du ministre. Enfin, non, c'était le bazar. C'était le bordel, d'ailleurs, j'ai envie de dire, comme dirait Dominique Strauss-Kahn, c'était le bordel, et la tuile. Alors, merci à Castellanos qui vient de sub, merci beaucoup, cher ami. Donc voilà, on a le bordel. Autre exemple, par exemple, qui a été sorti dans la presse, cette affaire en octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône, Laurent Nunez, sort un arrêté qui interdit les Uber dans le centre-ville de Marseille. Il dit, ouais, il y en a plein de cul, on va défendre nos taxis, tu vois. Et là, l'enquête du Monde nous révèle que y a des lobbyistes d'Uber qui vont prendre contact avec Emmanuel Macron, qui vont dire oui, Manu, t'essaies de nous débloquer tout ça. Et bon, bah moi c'est le hasard. Moi, tu sais, je suis crédule. 3 jours après, l'arrêté est modifié. Peut-être qu'il avait mal lu, le préfet, je sais pas, m'engueulez pas, je réfléchis avec vous. Et bon, bah, il s'est passé ça. Donc, le truc, c'est que très vite, il y a eu beaucoup de réactions. Bon, je peux vous en montrer si ça vous intéresse. Il y a eu beaucoup de réactions de gens du pouvoir, notamment Gabriel Attal. Je vais vous montrer ça. Gabriel Attal, c'était ce matin sur BFM TV, par exemple. Je vais vous montrer la réaction de Gabriel Attal. C'est curieux, regardez, je vous montre ça, la Game Boy. Ça, c'était Gabriel Attal sur BFM TV ce matin, le 12 juillet. Emmanuel Macron, si, alors que il donne une ligne de conduite, il découvre qu'en fait, vous envoyez des petits SMS à des grands patrons américains pour faire dans son dos l'inverse de ce qu'il dit. Non, mais attendez, alors là, si vous faites référence à cette histoire de Uber Files. Alors là, franchement, moi, je trouve ça... Enfin, comme d'habitude, on a des oppositions qui font 1 tonne de mousse avec 1 gramme de savon. De quoi on parle? On parle d'un ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, disait partout qu'il était favorable à la libération de l'économie, à l'arrivée de nouveaux acteurs pour casser un certain nombre de monopoles, mais aussi... Voilà, ça c'est ce que dit Gabi Attal, tu vois. Et moi je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que je me rappelais d'une petite séquence en 2017,
où Emmanuel Macron passe à la téloche, et il est interrogé par un monsieur sur le plateau, et bon, bah, alors Gabriel Attal nous dit, oui, Macron, il a jamais menti, il a toujours dit qu'il avait des liens avec les entreprises. Bah écoute ce qu'il disait en 2017. Pour avoir une loi, d'accord ? Qui est-ce que je trouve en train de faire du lobbying dans un restaurant de luxe? Votre directeur de cabinet, monsieur. Attendez, pardon, là vous faites des accusations... Dernier point, et on sort de sujet. Dans un article. C'est sorti dans un article, c'est terminé. C'est terminé. Non, Au attendez. mois de juillet, il y a eu un article, on voyait clairement votre directeur de cabinet, des députés, des sénateurs en train de manger avec un peu l'écosystème du BTC, les loueurs du véhicule, les vendeurs de pioches. D'abord, là, Et ce que ils vous se dites- battaient contre cette loi. Non, mais Saïd attendez, Baroun, c'est ce que vous terminé. dites- Réponse d'Emmanuel Macron et on attendez, change de on thématique. peut pas S'il vous dire plaît. tout et n'importe S'il quoi. vous plaît. Et la dernière. Quand on profère des accusations aussi graves que ce que vous dites, eh bien, on donne les noms, on donne la liste et on va devant le juge. On fait pas des sur un choses. article, le Messieurs, on fait pas des il choses y a en la l'air, liste il y a des gens et des votre parlementaires et directeur. autres. Emmanuel Moi, Macron, je n'ai jamais Saïd Baroun. défendu les intérêts de l'un ou de l'autre. Ce Emmanuel que je Macron. dis juste, Voilà. c'est que je Je défends. n'ai jamais défendu les intérêts de l'un ou de l'autre. Mais d'après Gabriel Attal, c'est bon. Ça va. Donc, voilà, vous l'imaginez bien. Bon, je passe rapidement sur les réactions des proches du pouvoir, même dans les médias. Beaucoup de gens qui ont dit non, mais c'est tout à fait normal qu'un ministre de l'économie fasse son travail. Enfin, une fois de plus, ce scandale, et si vous voulez, il est sorti de la masse et on ne regarde plus que ça. Sauf que quand on commence à parler maintenant des Uber Files, on parle de General Electric, donc et l'affaire Alstom. On parle de l'affaire de la revente du Monde, quand Emmanuel Macron était encore banquier d'affaires. Toutes ces relations qu'il y a à droite à gauche, si on fait une grosse boule, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui cloche. Mais ce qui est fou, c'est que les médias, là, font leur travail. Et effectivement, on devrait dire, bravo les médias, ils ont sorti l'affaire. Sauf que la tuile. Parce que, tu sais, tu creuses un peu. Ça, c'est Libération du 12 juillet, d'aujourd'hui, au moment où je vous parle. T'apprends, en fait, tu sais, les petites... T'as le gros truc qui est sorti. Tu vois, t'as le gros Big Mac là, pam, et t'as le petit bout de salade qui est encore dans le carton. Sauf qu'il est bon, ce petit bout de salade. Et là, c'est pareil. T'apprends que Mark McGann, qui était lobbyiste chez Uber en Europe, donc qui a directement travaillé avec Emmanuel Macron à la période 2014-2016, où Emmanuel Macron était ministre de l'économie, on a Mark McGann qui dit, qui révèle avoir aidé à récolter des fonds pour la République En Marche dès 2016, et alors qu'il ne travaillait plus pour la firme américaine. Tu vois? Donc on a pointé du doigt une histoire qui, effectivement, et ça fait, je vais être un peu vulgaire, boucher les oreilles des enfants, ça fait mal au cul, cette histoire, on va pas se mentir, un ministre de l'économie qui traite directement avec des entreprises qui pratiquent le lobbying et qui ont donc intérêt à modifier les lois qui passent en France pour défendre leurs intérêts. Donc, qu'on soit bien d'accord, ça, c'est légal. C'est le pire, mais c'est légal. Par exemple, quand on voit dans le marasme de réaction politique qu'il y a eu, il y a Cécile Duflot, tu sais, qui débarque, elle dit oui, c'est un scandale, le lobbying et tout ça. Cécile Duflot, elle bosse chez Oxfam, qui est un lobbying écolo. Donc, tu vois, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur. Donc, c'est n'importe quoi. Et en fait, une fois de plus, donc on a cette grosse affaire qui sort, qui, et ça me fait mal de vous dire ça, mais finalement n'en est pas une, parce que ces pratiques-là sont légales. C'est un scandale, mais c'est légal. Il vous suffit de voir au niveau de l'Union européenne la pratique du lobbying qu'il y a. Il y a des lobbyistes qui ont leur bureau au sein des locaux de l'Union européenne, du Parlement européen. Vous pouvez chercher, je peux vous trouver les sources. C'est aberrant. C'est aberrant, mais c'est tout à fait légal. Donc cette affaire-là n'en est pas une. Elle sort dans un timing qui est curieux. Alors attention, moi je suis pas complotiste. Donc, enfin, je suis pas complotiste. Il y en a d'autres qui le sont un peu plus. Je vais vous montrer sur Twitter. C'est Brice Couturier. Il est journaliste. Vous connaissez peut-être. Et lui, parce que moi, je suis pas complotiste. Vous avez vu, moi, je mets des doutes. J'ai des doutes. Et Brice Couturier, sur Twitter, donc ce matin à 10h, il a dit « Des médias militants tentent de monter en mayonnaise une pseudo-affaire Uber, afin de déstabiliser un président dont ils acceptent mal la réélection. Les mêmes ont couvert le scandale d'une profession fermée afin de sauvegarder les intérêts d'un hiérarque mitterrandien. » Ça, c'est pas du complotisme. Ça, c'est bon. Ça, t'as le droit. Je sais pas après qui, où est-ce qu'il y a la VAR, tu vois. Est-ce que tu décides s'il y a hors-jeu ou pas? Là, c'est bon. Brice Couturier, les journalistes, il peut te dire c'est bon. Moi, je dis pas. Moi, je sais pas. Je prends les éléments de la presse. Donc, il y a cette grosse affaire qui est sortie qui ne me semble pas en être une. Il y a ce que je vous disais déjà, ce qui est intéressant, donc cet ex-lobbyiste qui devient lanceur d'alerte et qui dit qu'il a contribué à récolter des financements pour la République En Marche. Alors on ne connaît pas les montants et on ne sait pas dans quelle mesure, mais on peut légitimement imaginer que Emmanuel Macron ait aidé des lobbyistes proches autour de ce Mark McGahn en espérant derrière que ces gens-là le financeraient
pour sa campagne de 2017, que tout ça soit calibré. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me dis qu'on peut imaginer légitimement ça, parce que c'est ce que soulève Marc Andevelde dans le livre Le Grand Manipulateur, ce que soulève Davé et l'homme dans le livre Le Traité et le néant, ce que soulève en fait beaucoup de livres qui ont été écrits autour d'Emmanuel Macron et qui dépeignent le portrait de quelqu'un qui a organisé sa campagne dès la fin 2015, voire 2016, et où il organisait, vous le savez, vous l'avez vu, envoyé spécial, on en avait parlé également, énormément de réceptions, de dîners au ministère de l'économie, où il se construisait tout un réseau, et on trouve dans ce réseau de nombreux noms de gens qui ont fait des dons ensuite pour financer la campagne. Donc, une fois de plus, cette affaire ne fait que renforcer ce qu'on sait déjà, à chaque fois avec des entreprises différentes, à chaque fois avec des noms différents, mais quand on prend une affaire par-ci, puis une autre 6 mois après, ça semble pas grave. Mais mettez tout côte à côte, et vous avez quelqu'un qui est toujours en poste et qui n'est jamais dérangé. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau que je voulais vous dire, parce que tout le monde, tu vois, hier était là-dessus, ouais, Uber Files, tout le monde va faire tomber Emmanuel Macron, c'est le scandale du siècle, alors que ça n'en est pas un. C'est ça le pire, c'est que les médias sont très bien, sont au courant qu'ils sortent une affaire qui va focaliser l'attention alors qu'il n'y a rien d'illégal. Sinon, une enquête aurait été menée. Alexis Corbière lui-même a dit que, je vais vous montrer sa réaction, et autant au départ j'avais envie de critiquer justement la tiédeur d'Alexis Corbière, mais c'est juste que cette affaire est tout à fait légale. Je pense qu'il le faut, je pense que c'est suffisamment énorme de s'apercevoir ce type de relation, cette imprécation entre des intérêts privés étrangers qui viennent en France pour mettre à bas une législation, pour implanter des emplois avec un modèle de précarité qui détruisent d'autres emplois et qui affaiblit une profession qui était déjà réglementée. Je cherche à savoir pourquoi, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que ça n'était qu'une volonté de la part d'Emmanuel Macron d'un point de vue idéologique, ou est-ce que en retour, il y a... Vous voyez, la réaction est assez tiède parce que Alexis Corbière, je pense, et qui pourtant n'est pas le dernier à critiquer la Macronie, sait très bien que là-dedans, il n'y a rien de purement illégal. Donc, ce scandale qui n'en est pas un, les médias qui ont créé un écran de fumée, voilà pourquoi je voulais vous parler de ça. À mon sens, c'est un véritable écran de fumée. Les médias qui ont sorti une affaire qui n'a rien d'illégal, une affaire qui va focaliser l'attention, qui va focaliser la parole politique, alors que pendant ce temps, a été discuté hier à l'Assemblée nationale un projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la Covid-19. Donc, chers amis, on arrive tout doucement au niveau du retour du pass sanitaire, voire du pass vaccinal. Ça a été discuté hier, donc je crois qu'il y a eu une sorte un peu comme un pré-vote où il y a des ententes, les LR n'ont pas voté contre, enfin, sans surprise, et pendant que tout le monde parlait des Uber Files, donc d'une affaire qui n'en est pas une, voilà ce qui a été discuté à l'Assemblée nationale. Donc j'ai lu le texte ce matin, je vais vous chercher les meilleurs morceaux, donc bon, alors, de toute façon, c'est un sketch. Hein. Normalement, ça, c'est Patrick Timsit qui le lit sur scène, parce que t'as des trucs, bon, je vais vous dire, hein, ces deux régimes, donc les régimes précédents pour passe vaccinal, passe sanitaire, ont permis au pouvoir public de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour protéger les Français, maîtriser la circulation du virus ainsi que son impact sur notre système de santé. Dans l'attente de la montée en charge de la vaccination et de l'évolution du virus vers des formes moins graves au plan clinique, bien que fortement transmissibles. Oui, si. L'état d'urgence sanitaire, ça a permis de maîtriser la circulation du virus. C'est pour ça qu'il faut le prolonger, en fait. Ouais, non, mais c'est curieux, mais parce que toi, tu discutes, mais si. Et donc, voilà, ça, c'est ce qui a été discuté. Et ce que je trouve absolument scandaleux et que je voulais vous lire, donc c'est dans la modification des textes, c'est sur l'article 2. On apprend, voilà, je vous le lis en entier parce que, à mon avis, tout le scandale se situe ici. À compter du 1er août 2022 et jusqu'au 31 mars 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, imposer aux personnes âgées d'au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72.3 de la Constitution, ainsi qu'au personnel intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19. Donc on est dans un texte qui ressemble fortement à celui qui avait institué en toute discrétion, rappelez-vous, un texte qui avait été évoqué en décembre 2020,
on est dans la même configuration que le texte qui avait mis en place le pass sanitaire. On avance pas à pas, expression par expression, et on va revenir, à mon avis, peut-être que c'est une bêtise, j'espère me tromper, on va arriver à la remise en place du pass vaccinal de manière tout à fait normale. On a des formules creuses qui laissent suffisamment de champ d'action au gouvernement, donc c'est celle-là, hein, se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On a tout ça qui est en place. Donc, je vous mets le lien du texte de loi si vous voulez le lire. Il est encore en discussion. Il est encore en discussion à l'heure actuelle. Donc, il y aura peut-être des amendements qui vont modifier des choses. Mais voilà. Pendant que tout le monde regarde Uber Files sur une affaire qui n'en est pas une, ou en plus, il y a des choses à la limite qu'on pourrait mettre en exergue bien plus que le fait qu'il a envoyé des SMS à je sais pas qui, donc c'est cette histoire de financement dont je vous parlais, ça on pourrait beaucoup plus le mettre en avant, ça n'est pas le cas, pourtant c'est un élément qui est sorti donc par ce Mark McGann, qui est le lanceur d'alerte, ça on le reprend pas, donc voilà, je crois que médiatiquement il y a un choix qui est fait que je trouve assez terrible. Alors absolument, il y a Fact3L qui dit projet de texte de loi, c'est pas le définitif, attention, c'est bien ce que je dis, il y a encore des amendements qui sont à discuter, le projet en tant que tel est à discuter, il y aura un vote, mais on a bien vu la gueule de l'opposition en ce moment, on va voir, il est tout à fait probable, malgré le fait que le pouvoir en place n'est pas de majorité, il est tout à fait probable que ce texte passe et que, malgré tout ce qu'on nous a dit, hein, tous vaccinés, tous protégés, c'était le slogan, malgré tout ça, on revienne finalement aux mesures qui étaient en place ces derniers mois, avant les élections présidentielles. Je dis pas qu'il y a de lien, attention. Moi, moi, je suis pas comme Brice Couturier. Moi, j'en sais rien. Donc voilà. Voilà un petit peu, les amis, cette affaire, hein, donc de Uber, Files et Covid-19. Pour moi, cet écran de fumée que l'on dresse devant les yeux des Français. On verra bien ce que la suite nous réserve.